Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Des ondes Vocast, le podcast qui parle de radio, premier numéro de cette série spéciale à l'occasion de la Fête de la Radio 2021. Nous allons évoquer ensemble l'histoire du média et parcourir 100 ans de radio. Des ondes Vocast. Difficile d'aborder ce sujet tellement il est large, tellement il y a de choses à dire. C'est même discutable de dire que la radio a 100 ans cette année 2021. Le site 100ansderadio.com présente une chronologie sur l'évolution de la radio très intéressante, un travail sourcé et de qualité. Et Jean-Marc Prince, éditeur du site 100 ans de radio, est justement l'invité de cet épisode. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Alors on ne pourra pas donner tous les détails, impossible d'être absolument complet, d'expliquer en long et en large l'histoire de la radio sur ces 100 dernières années. En revanche, nous avons convenu ensemble d'un certain angle, car Jean-Marc, vous faisiez remarquer à juste titre qu'en réalité, l'évolution de la radio a suivi un cycle sur certains points, et surtout nous verrons que la radio s'est toujours adaptée aux révolutions technologiques, et donc nous pouvons subjectivement parler de 4 grandes époques pour décrire l'histoire de la radio. Première époque, des années 20 aux années 40, les débuts de la radiotransmission à des fins de divertissement, avec l'émergence de premières radios privées et la construction de gros réseaux, avant un revirement total des ondes causées par la Seconde Guerre mondiale. Deuxième époque, selon nous, c'est des années 40 aux années 80, de la propagande radiophonique au développement de radios privées dites périphériques, contournant le monopole d'État de la radiodiffusion en France, ce monopole qui est effectif jusqu'en 1981. Et justement, troisième époque, les années 80, la naissance dite des radios libres, l'explosion du nombre de programmes disponibles en FM et la légifération progressive amenant à de nouveau une reprise du contrôle de l'État et de la construction progressive des gros réseaux de radio. Et puis enfin, dernière période, finalement les années 2000, la possibilité de facilement créer sans limite et sans contrainte un média radiophonique via Internet, en linéaire comme à la demande. Tout cela, ça a causé une soudaine offre abondante et donc la nécessité pour les nouveaux venus de se regrouper, de consolider, sinon mourir. Et puis les tentatives de l'État pour reprendre la main sur ce canal de diffusion qu'il ne maîtrise absolument pas. Jean-Marc, avant tout, précisons qu'il n'y a pas d'inventeur de la radio. La radio, c'est la résultante de découvertes physiques, technologiques successives. Il est souvent question de Marconi en tant qu'inventeur de la radio, et on peut dire que c'est assez inexact de le qualifier en tant que tel, même si, en revanche, Marconi est un Italien qui a brillamment su unifier diverses découvertes, notamment des travaux de Hertz, Morse, Branly et Popov. Oui, et paradoxalement, ceux qui ont inventé le premier média qui reliait les hommes instantanément d'un bout à l'autre de la planète, ces hommes n'étaient pas des communicants, c'était des chercheurs, des savants, des hommes de laboratoire, des hommes de l'ombre. Je dis des hommes car il y a sûrement eu aussi des femmes, mais l'histoire n'a pas retenu leur nom. Et puis chaque nation a eu son inventeur de la radio. Alors pour les Britanniques, c'est Maxwell qui a prouvé, en théorie, l'existence des ondes électromagnétiques. Pour les Français, c'est Édouard Branly qui inventa un récepteur pour capter ces ondes. Et les Russes ont eu Popov qui inventa l'antenne. Les Américains, eux, ont permis à un Canadien qui s'appelle Reginald Fessenden de transmettre pour la première fois de la musique, mais aussi la voix, par les ondes, et ça dès 1906. Mais le seul qui a eu, comme vous le disiez, les qualités d'un communicant, c'était l'Italien Marconi, qui a réussi à synthétiser les travaux de ses contemporains, à les transformer en expériences spectaculaires et grand public, et surtout à déposer des dizaines de brevets qui lui ont assuré la fortune. Voilà. Ensuite, il y a eu la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a transformé un petit peu cette nouvelle technologie en arme de guerre pour pouvoir communiquer directement avec le front. Et la radio était alors un téléphone sans fil qui reliait deux individus identifiés et non une voix anonyme qui s'adressait au grand public. Alors, c'est vraiment que dans les années 20 qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un outil d'information, de distraction et de culture. Alors justement, cela nous amène à ce qu'on considère, nous, comme la première époque de l'histoire de la radio, les années 20. On peut dire que ça commence en novembre 1921, le poste de la Tour Eiffel, radio publique d'État, qui commence à diffuser de manière fréquente en début de soirée un programme, généralement constitué de la météo, suivi d'un petit concert et d'une revue de presse. Un an plus tard, en novembre 1922, on constate le lancement d'émissions régulières de Radiola, la station privée de la SFR. Alors la SFR, c'est une compagnie qui fabriquait des récepteurs, et donc en plus de fabriquer des récepteurs, elle conçoit aussi des programmes à écouter avec, ce qui est en fait plutôt malin.
Oui, tout à fait. L'outil existait, mais le problème, c'est qu'il y avait pas beaucoup de récepteurs, ni d'auditeurs d'ailleurs. Donc les premières auditions ont eu lieu en public. On installait un récepteur sur la scène d'un théâtre, on faisait venir du public et puis on pouvait diffuser ainsi un concert. Et le premier concert qui a été diffusé depuis le poste de la Tour Eiffel à Paris et écouté donc en public au théâtre de Lille marque symboliquement finalement l'inauguration de la radio en France et cette date, c'est le 22 décembre 1921. Et l'expérience a été renouvelée la semaine suivante, le 29 décembre, entre Paris et Bruxelles, et cette fois en présence du ministre des PTT français à Paris et des souverains belges à Bruxelles. Et ce n'est qu'en 22 que les émissions devinrent régulières et quotidiennes sur la première radio française, comme vous le disiez, le poste de la Tour Eiffel, qui était une station d'État. Mais la même année, c'est-à-dire en 1922, le secteur privé a enfin reçu son autorisation d'émettre et a créé la station Radiola. Et Radiola embaucha pour la première fois ce qu'on appellera plus tard un speaker. Et ce speaker, c'était Marcel Laporte, alias Radiolo, c'était son nom d'antenne, qui inaugura officiellement la station Radiola le 6 novembre 1922. Et on peut retrouver sur le site 100 ans de radio un réenregistrement de la première émission de Radiola par Radiolo, Marcel Laporte. Écoutez. Bonsoir mesdames, votre serviteur Radiolo a l'honneur de vous annoncer que vous allez entendre le premier concert Radiola organisé par la Société française radioélectrique 79 boulevard Haussmann. Afin de donner à nos auditions un caractère artistique élevé, nous avons fait appel à l'éminent chef d'orchestre Victor Charpentier, qui a bien voulu se charger de l'élaboration de nos programmes. Veuillez profiter des quelques instants pendant lesquels les musiciens accordent leurs instruments pour accorder vos appareils. Quand tous les accords seront réalisés, la syntonie sera parfaite. Le poste émetteur se trouve à Levallois-Perret, au bord de la Seine, à la limite de la ville de Neuilly. Cette indication vous permet d'orienter convenablement vos récepteurs à cadre. La longueur d'onde est de 1565 mètres. Veuillez régler votre appareil. Que les auditeurs qui nous écoutent sur Radiola n'oublient pas, après s'être accordés, pour se placer dans les meilleures conditions possibles, de bien régler leur renforçateur, commandé par la manette qui se trouve à droite sur l'appareil. Tournez cette manette lentement dans le sens des aiguilles d'une montre, mais attention, si vous allez trop loin, vous entendrez un bruit infernal dans vos écouteurs. Revenez alors très légèrement en arrière et votre récepteur sera parfaitement réglé. Alors en 1922, il n'y a pas de magnétophone, donc les émissions étaient diffusées en direct et non enregistrées. Donc là, ce que vous avez entendu, c'est un réenregistrement qui a été réalisé quelques années plus tard. Alors Radiola est considérée comme la première station privée, mais aussi surprenant que cela puisse paraître. En fait, Radiola, c'est l'ancêtre de France Inter. Oui, effectivement. En 1924, donc Radiola devient Radio Paris. Voilà, il change de nom, tout simplement. Et Radio Paris sera le fer de lance de la radio privée en France avant d'être nationalisé en 1933. C'est-à-dire que l'État rachète en fait cette station privée. Et donc, en quelque sorte, Radio Paris est l'ancêtre très lointaine de France Inter, car la station d'État de cette époque était généraliste et destinée au grand public. Elle va changer plusieurs fois de nom, évidemment, dans son histoire, mais aujourd'hui, c'est France Inter qui joue ce rôle dans le service public de radio généraliste. Et ce qui est amusant, c'est que les capitaux de la vente de Radio Paris à l'État vont servir au groupe fondateur de Radiola à créer en 1933, hors des frontières, la puissante radio privée Radio Luxembourg, qui deviendra, elle, RTL, des années plus tard. Donc finalement, nos deux grandes radios généralistes françaises ont en quelque sorte une origine commune. Ah, c'est fou. Pour revenir dans les années 20, il y a une grande effervescence autour de l'invention de la radio. Les initiatives naissent de partout. État, collectivités locales, radio club, constructeurs de récepteurs, presse écrite, passionnés de radio. L'État est obligé de légiférer pour faire cohabiter le secteur public et le secteur privé. Et donc, conséquence, les radios privées se regroupent en réseaux puissants qui rachètent les petites stations un peu partout. Oui, c'est exactement ça. En fait, l'État français va créer aussi, par l'intermédiaire du ministère des PTT,
des stations comme Paris PTT en 1923. Et puis il va constituer un réseau régional dont les studios, les émetteurs se trouveront généralement à la direction régionale des PTT dans chaque ville. Ainsi vont naître Toulouse-Pyrénées en 1925, Marseille-Provence, toujours en 1925, Radio PTT Nord en 1927, voilà, enfin, il y en a eu beaucoup d'autres. Et puis les stations militaires existantes, c'était Lyon-Ladoua en 1925 aussi, et Bordeaux-Lafayette en 1926, sont passés sous la tutelle du ministère des PTT, et puis sont devenus aussi des stations de radio grand public avec des programmes de distraction. Voilà. À cette époque, la radio n'était écoutée vraiment que par quelques bricoleurs passionnés. Elle est encore loin de toucher le grand public. Les premières stations de radiodiffusion sont généralement dues à l'initiative des constructeurs de récepteurs. Pour vendre des récepteurs, il faut des auditeurs, et pour avoir des auditeurs, il faut des programmes. Donc, en s'inspirant de l'exemple de Radiola, d'autres inventeurs comme Lucien Lévy, un des pionniers de la radio, lance Radio LL en 1926, du même nom que ses récepteurs. Sa station émettant à Paris, un autre inventeur, Fernand Vitus, ingénieur et propriétaire des récepteurs Vitus, lance lui Radio Vitus, voilà, en 1926. Voilà. Et ensuite, la presse quotidienne, qui a senti le danger d'une concurrence, s'est lancée aussi dans la création de stations de radio. Le quotidien Le Petit Parisien sera le premier à rentrer dans la course en créant Le Poste Parisien en 1924. Voilà. Il y a eu aussi des quotidiens régionaux, comme La Petite Gironde, qui a lancé Radio Sud-Ouest également en 1924. Voilà. À l'aube des années 30, on a en France 25 stations de radio qui émettent, dont 6 à Paris et 18 en province, et puis une station aussi internationale. Voilà. Parmi ces 25 stations, il y avait 14 radios privées et 11 radios d'État, donc c'était quand même plutôt bien équilibré. Certaines stations des années 20 ont disparu, évidemment, faute de moyens, d'enthousiasme. Il y a eu des radios à Caen, à Mont-de-Marsan, voilà, dans d'autres villes. D'autres ont été rachetées ou ont simplement changé de nom. Par exemple, la Compagnie nationale de radiodiffusion de Marcel Beulstein, qui sera un homme de radio conséquent dans les années qui suivront, a racheté, lui, Radio LL pour en faire une puissante radio privée qui s'appelait Radio Cité. Mais il a aussi contrôlé des régies publicitaires de certaines radios régionales par l'intermédiaire de sa société qui s'appelait Publicis, qui est toujours existante aujourd'hui. Propriétaire de Radio Toulouse également, qui s'appelait Jacques Trémoulet, lui contrôlait une station parisienne qui s'appelait Le Poste de l'Île-de-France, en dehors de sa station Radio Toulouse. Le Poste de l'Île-de-France, c'était tout simplement l'ex-Radio Vitus qu'il avait également racheté. Et il a contrôlé aussi d'autres stations de province, comme Radio Agen, comme Radio Bordeaux Sud-Ouest, l'ancienne Radio Sud-Ouest, ou Radio Montpellier. Il y avait encore un autre groupe qui était le groupe Laval, du nom de l'homme politique bien connu, qui lui contrôlait Radio Lyon. Et puis par la suite, il a aussi contrôlé Radio Nîmes. Donc au fil des années, la radio privée a fini par être quand même menacée, parce que l'État n'a autorisé aucune nouvelle station. Le ministère des PTT a interdit la publicité sur les stations privées, ce qui est quand même un petit peu un inconvénient pour une station privée. Donc la publicité a été interdite, et puis ensuite elle a été très réglementée. Et l'information a été aussi contrôlée. Voilà. Les radios privées se sont quand même organisées et se sont regroupées en une fédération française des postes privés. À écouter tout ça, on se dit qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances avec ce qui s'est passé ensuite à la libération des ondes en 1980. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Mais on va revenir plutôt sur la période à la fin des années 30, début des années 40, parce que là, c'est un peu un retour à la case départ, dans un certain sens, parce que la radio redevient surtout un instrument de guerre, en fait. La propagande radiophonique a une influence majeure sur le déroulé des événements. L'État occupé réquisitionne les ondes, interdit la radio privée sur son territoire. Certains acteurs avaient déjà un peu anticipé ce revirement de situation, à l'instar de Radio Luxembourg et Radio Andorre. Alors Radio Luxembourg a cessé ses émissions dès septembre 1939 pour respecter la position neutre du Luxembourg dans le conflit. Mais bon, cela n'a pas empêché les Allemands de rentrer au Luxembourg et d'utiliser l'émetteur à leur profit pour retransmettre la radio allemande. Alors quant à Radio Andorre, alors malgré quelques accusations à la libération, en fait la radio, on peut dire qu'elle ne passait en réalité que de la musique, donc il n'y avait pas trop de questions de propagande. Mais il y a des radios périphériques qui se créent
pour servir l'occupant, et notamment une radio collabo qui s'appelle Radio Monte Carlo. Oui, c'est en 43. En fait, les Allemands, à cette époque, ils, veulent une grande radio qui s'exprime en français et qui couvre toute la Méditerranée. Alors leur première idée, c'est ils se sont dit: «Ben, elle existe déjà cette grande radio, elle s'appelle Radio Andorre, elle couvre toute la Méditerranée», et cette station, qui appartenait donc au groupe Trémoulet de Radio Toulouse, qui émettait toujours d'ailleurs, ça plaisait pas beaucoup à son propriétaire, monsieur Trémoulet. Donc pour les détourner de cette idée, Trémoulet a imaginé de créer un grand émetteur à partir de Monte-Carlo, l'autre principauté qui était encore, vierge d'émetteurs à cette époque. Et le 17 juillet 43, c'est le début des émissions expérimentales de Radio Monte-Carlo. Voilà. Les émissions régulières ont commencé un petit peu plus tard, le 1er août 43. Alors, la station a à son capital l'État de Vichy, le Reich et l'Italie fasciste. On peut quand même rêver mieux comme une station de radio. Le programme est d'abord uniquement musical, parce que les administrateurs français, qui sentent quand même un peu le vent tourner en ce milieu années 43, font tout pour retarder la mise à l'antenne du programme d'information contrôlé par les Allemands. Et les Allemands comptaient bien l'utiliser à des fins de propagande, évidemment. Alors, dans la zone nord, il y a une autre radio qui émet, et qui émet sur toute la France, c'est Radio Paris. Alors, Radio Paris, elle, sous le contrôle total des Allemands. Elle est diffusée à travers des émetteurs des anciennes stations privées comme Radio Cité, le Poste Parisien, Radio Bordeaux Sud-Ouest, etc. Et Paris propose des émissions qui sont très populaires avec des chansonniers, des variétés, des concerts et évidemment des petites émissions de propagande qui viennent un petit peu se dispatcher dans les programmes divertissants. Quant au gouvernement de Pétain, il contrôle la radiodiffusion nationale, c'est son nom officiel. Alors la radiodiffusion nationale a son siège à Vichy, évidemment, et elle est retransmise, elle, par les émetteurs du réseau d'État du sud de la France, c'est-à-dire de la zone dite libre. En dehors des émetteurs des colonies françaises aux mains de Gaulle, comme Radio Brazzaville en Afrique, et de quelques petits postes clandestins sur le territoire, comme une certaine radio Quercy à Saint-Céré dans le Lot, c'est la BBC anglaise qui était quand même la station de la France libre, rejetant la collaboration avec les nazis. Alors le 8 novembre 1942, l'émission de la BBC Les Français parlent aux Français annonce le débarquement des troupes anglo-américaines sur le sol de l'Afrique du Nord. Le président Roosevelt s'adresse aux Français pour rassurer la population sur ses intentions et lui demande sa coopération. Écoutez. Ici, Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Nous allons vous lire le premier communiqué du commandant en chef du corps expéditionnaire américain. Le commandant en chef du corps expéditionnaire américain communique. Les forces militaires, navales et aériennes ont lancé ce matin avant l'aube des opérations de débarquement à de nombreux points sur les côtes de l'Afrique française du Nord. Ces opérations avaient été rendues nécessaires par la menace croissante exercée par l'Axe sur ces territoires. Des mesures ont été prises en vue de renseigner le peuple français dès la première heure, par radio et par des tracts, sur les débarquements entrepris. Ainsi se termine le premier communiqué du commandant en chef du corps expéditionnaire américain. Vous allez entendre maintenant un message du président Roosevelt en personne. Mes amis qui souffrent jour et nuit sous le joug accablant des nazis, je vous parle comme celui qui en 1918 était en France, avec votre armée et avec votre marine. J'ai conservé toute ma vie une amitié profonde pour le peuple français entier. Voilà, on entend la France libre qui s'exprimait via la BBC à Londres. C'est la radio qui a accueilli le général de Gaulle et ses collaborateurs. Ce qui est surprenant, c'est qu'à la Libération, rapidement, les radios privées en état d'émettre, en fait, elles vont être invitées
à relayer la radio de la nation française et à cesser leurs programmes locaux. Oui, oui, le mot invité est bien trouvé. Alors, en fait, sous prétexte que la France est une et indivisible, et doit désormais ne parler que d'une seule voix, celle de la République, un monopole de la radio d'État s'impose. Il sera inscrit dans la loi dès 1945. Et puis, on va constater en même temps une recentralisation de la radio à Paris, et puis la fin des grandes radios régionales ou locales, qui ne seront juste autorisés qu'à diffuser un petit programme local durant des petits décrochages de la radio nationale. La conséquence, c'est que la radio privée, enfin toutes les radios privées, voilà, qui existaient avant-guerre, n'ont plus le droit d'émettre, et donc les radios qui vont vouloir survivre vont être obligées de s'installer à l'étranger. Voilà. Et de puissantes radios périphériques vont se développer. Alors, il existait déjà Radio Monte-Carlo et Radio Luxembourg, qui vont renaître en 1945 depuis leur territoire. Quant à Radio Andorre, qui existait aussi, bien comme en 1940, elle n'a pas cessé ses émissions et puis elle continue sa diffusion musicale, comme si rien ne s'était passé. Une autre radio va d'ailleurs naître, une autre radio périphérique va d'ailleurs naître en Andorre en 1958. C'est Andorre Radio, pour concurrencer Radio Andorre, qui deviendra par la suite Radio des Vallées d'Andorre, puis Sud Radio, qui émet toujours aujourd'hui. Sud Radio, elle a pris ce nom en 1966. Et puis il y a eu bien évidemment une autre périphérique qui s'appelle Europe 1, et qui se lance, elle, en 1955. Et l'émetteur de Europe 1 se trouve en Sarre, donc en Allemagne. Voilà. Europe numéro 1 à l'époque. Et on disait effectivement Europe numéro 1, oui, tout à fait. Pendant les premières années, c'était l'appellation officielle de la station, c'était Europe numéro 1. Et les radios périphériques vont finir par se développer et avoir une très grande audience grâce au développement du transistor, qui permettait une écoute individuelle, et puis l'écoute individuelle, c'était très prisé de la jeunesse de l'époque. Donc, il y a aussi à noter que l'État n'était pas quand même totalement absent de ces radios périphériques. L'État avait créé une société qui s'appelait la Sofirad. La Sofirad était détenue à 99% de son capital par l'État français. Et la Sofirad contrôlait totalement RMC, Europe 1 et Sud Radio. Donc finalement, l'État était indirectement actionnaire de ces radios. Quant à l'autre grande radio périphérique qui reste, c'est-à-dire RTL, son capital était contrôlé par Havas, la société Havas, qui elle-même était contrôlée par l'État français. Donc à part Radio Andorre, qui était vraiment l'ennemi à abattre pour le gouvernement français, et d'ailleurs qui réussira à l'abattre en 1981, toutes les radios périphériques françaises sont sous le contrôle de l'État. On en aura la démonstration en 68, lorsque, jugée trop conciliante avec le mouvement étudiant, les radios vont subir quelques petites purges, comme celle du directeur d'Europe 1 au début des années 70, qui s'appelait Maurice Siegel. Mais ces petites purges furent plus discrètes et décalées dans le temps par rapport à ce qui s'est passé sur la radio d'État de l'ORTF. Ce qui nous emmène ensuite à notre troisième époque, les années 80. Alors il faut dire qu'entre-temps, la télévision s'est développée, mais aussi la FM. Car oui, au tout début, la radio s'écoutait en AM, en ondes longues, moyennes et courtes. Cependant, la qualité en AM n'était pas forcément au rendez-vous, et la radio FM, utilisée dès les années 50, permet à la fois une meilleure qualité d'écoute, mais pour une couverture plus faible, il faut le dire. Mais surtout, créer sa radio devient plus accessible. Et c'est ainsi qu'à partir des années 1970, quelques passionnés de radio commencent à émettre localement sur la FM. Petit à petit, de plus en plus de stations non autorisées sont créées, que ce soit pour des fins de revendication salariale, d'expression musicale ou à visée politique. L'État multiplie les saisies et le brouillage. Puis, François Mitterrand est élu président de la République en 1981, et de nombreux espoirs naissent alors. Aussitôt, de nombreuses radios voient le jour, la bande FM devient un peu partout très chaotique. Nombreuses sont les radios à ne pas avoir attendu le 9 novembre 1981, date à laquelle une loi autorise les radios locales à émettre. Alors, on peut citer Radio Nova qui se lance le 25 mai, RFM le 6 juin, ou même Énergie le 15 juillet. Finalement, c'est un peu comme dans les années 20. Dans les années 80, les radios vont pousser comme des champignons un peu partout. Les syndicats, les partis politiques, les collectivités locales, la presse évidemment, la presse écrite, et puis aussi quelques passionnés de radio, les minorités également. Face à l'opposition de la presse écrite et des radios périphériques qui veulent défendre leur petit précaré quand même, finalement les socialistes ne libèrent pas totalement les ondes FM. Le gouvernement impose d'abord une limitation de la puissance des émissions. Ensuite, il interdit aux radios de générer des revenus publicitaires. Voilà, on était vraiment à une redite de l'histoire des années 20. Et pour faire face à cette anarchie qui commençait à se diffuser sur les ondes FM,
il y a eu une loi le 29 juillet 82 qui a créé la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, qui était chargée d'attribuer tout simplement les fréquences. Les radios comme RFM et Énergie se sont imposées parce que, elles avaient une puissance élevée, de leurs émetteurs, mais aussi par la qualité de leurs programmes, évidemment. C'était des réseaux qui étaient essentiellement musicaux, ce qui était quand même assez nouveau pour l'époque. Les radios étaient beaucoup plus bavardes qu'aujourd'hui. Et la publicité, qui est officiellement interdite, ne va pas empêcher ces deux radios de détourner la loi et puis de diffuser des spots publicitaires. La plupart des radios, néanmoins, vont souffrir et ont quelques difficultés à survivre. Elles vont être obligées de récolter des dons de la part de leurs auditeurs, trouver des subventions publiques, privées, voilà, pour pouvoir continuer à émettre. Heureusement, en 84, la publicité est enfin autorisée à la radio. Et c'est à cette époque que les premiers réseaux vont se former assez rapidement. Alors, au début, c'était des radios locales qui se regroupaient sous un même nom, dans un même réseau. C'est le système des franchises. Et puis les programmes locaux gardent encore une grande large part d'antenne, enfin du moins les premières années. Un des réseaux qui s'impose le plus, c'est celui de Jean-Paul Baudecroux, du groupe Énergie. Mais tout aurait pu s'arrêter en 1984 pour Énergie. En décembre 1984, Énergie, ainsi que 5 autres radios parisiennes, 95.2, Radio Libertaire, La Voix du Lézard, Radio Solidarité et TSF 93, sont suspendus par la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, tout simplement parce qu'elles ne respectaient pas l'attribution des fréquences, et surtout car elles dépassaient le seuil limite de la puissance d'émission de leurs émetteurs. Énergie, écoutée alors par 1,2 million d'auditeurs, écope d'un mois d'arrêt. Elle est accusée de perturber les liaisons radio des pompiers et des avions, mais aussi de brouiller France Culture et France Musique. Malgré la suspension des radios, les émissions continuent. Énergie organise une grande manifestation avec le soutien notamment de Dalida. Les auditeurs sont appelés à descendre dans la rue. Sur Énergie fin 1984, on pouvait entendre ça. C'est Jean-Luc Lahaye est toujours dans nos studios et il a un petit message très très important à vous communiquer. Alors les enfants, vous savez que jeudi il y a le second anniversaire de mon fan club qui était supporté par Énergie. Nous allons profiter des circonstances malheureusement un petit peu dramatiques ce soir pour vous donner rendez-vous à l'extérieur du chapiteau jeudi 6 décembre à 17h, place Danton à Levallois-Perret. Toute l'équipe d'Énergie sera au grand complet et nous pourrons nous expliquer face au public ce soir. Alors n'oubliez pas, rendez-vous donc jeudi à 17h devant le chapiteau à Levallois pour le fan club de Jean-Luc Lahaye pour nous soutenir et également samedi prochain à 14h place de l'Hôtel de Ville. Merci d'avance. Énergie 21h15, bon je vous rappelle pas ce qui se passe à la station, je pense que vous le savez. Alors j'ai d'abord différentes choses à vous dire, c'est Dodo. Il y a Daniel Guichard qui arrive nous rejoindre pour manifester sa solidarité avec nous, ainsi que Madame Dalida. Et alors j'ai un conseil à tous les auditeurs d'Énergie qui écoutent actuellement. Vous faites le SVP 1111. SVP 1111. Actuellement, à la télévision, il y a monsieur Michel Rocard qui répond en direct à l'heure de vérité sur Antenne 2 aux questions de François-Henri de Virieux. Alors, appelez-le, SVP 1111, et vous leur demandez pourquoi ils arrêtent Énergie. Je pense que c'est une bonne idée. L'heure approche. L'heure approche. Beaucoup d'amis du show business, d'artistes, sont déjà dans les studios d'Énergie. Check, Jean-Luc Lahaye, Sam Bernett, Guy Lux aussi qui vient nous rejoindre dans quelques minutes. Nous vous demandons tous de répondre à cet appel et de venir nous rejoindre pour nous soutenir le plus vite possible à Énergie. On continue la musique, j'espère le plus longtemps possible. Les amis, aussi incroyable que cela puisse paraître, votre radio Énergie risque d'être saisie dans les heures qui viennent. Dans ce cas, rendez-vous tous samedi à 14h, place de l'Hôtel des Villes. Créez des comités de soutien dans vos lycées, dans vos écoles, dans vos entreprises, dans les boutiques. Affichez votre solidarité. Nous comptons sur vous tous. Donc avec nous. Et puis Daniel, tu as peut-être quelque chose de très important à nous dire. Non, mais il y a des choses hyper importantes parce que je crois que Michel Rocard tout à l'heure disait que la radio FM c'était la jungle. C'est pas la jungle du tout. Si c'était la jungle, elle n'existerait pas. Je crois qu'il y a des espèces d'arrière-pensées, un petit peu bizarres
Je crois qu'il a dit de toute façon, c'était la jungle, il fallait intervenir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Jaruzelski, c'est pas chez nous. De toute façon, on fonctionne à peu près normalement. Le problème, si ça déplaît à des gens qui pensent à la politique, quand ils pensent à 86 ou à 88, quel qu'elle soit leur bord d'ailleurs, que ce soit le côté de François Mitterrand, de Jacques Chirac, de Raymond Barre, de Georges Marchal, reste, ils disent tous, quand ils font des discours, la liberté d'expression, la radio, il faut absolument que les radios puissent s'exprimer, et chaque fois qu'ils ont des possibilités, ils ferment. Alors il faut savoir si on est plombier, on ouvre les robinets ou on les ferme. Les auditeurs ont massivement répondu à l'appel, ce qui a rendu Énergie encore plus populaire et contraint le pouvoir en place à suspendre ses sanctions. L'État est dépassé, il n'arrive plus à contrôler les événements. Totalement, et pourtant l'État ne comptait pas se laisser malmener, hein. D'abord avec des lois anti-concentration, qu'on appelle la loi Léotard, et en 86, afin de réattribuer toutes les fréquences, il crée la Haute Autorité, qui est remplacée par la CNCL, la Commission nationale de la communication et des libertés. Mais la commission est très vite dépassée face au changement de nom des radios, au regroupement des stations, aux disparitions, et cela sur l'ensemble du territoire. C'est vraiment l'anarchie, et les réseaux privés en profitent bien, puisque très peu de sanctions vont être prononcées en fait. Alors dans ce contexte, on peut aussi ajouter une avancée technologique, c'est l'arrivée du satellite. Alors, les radios locales qui étaient affiliées à un réseau doivent désormais diffuser le programme transmis depuis Paris et par le satellite, et diffusent donc de moins en moins de programmes locaux en décrochage. Le satellite permet quand même des économies considérables, et le paysage radiophonique s'uniformise avec des marques nationales qui s'implantent petit à petit sur tout le territoire. De puissantes régies aussi se constituent, ce qui facilite quand même le travail des annonceurs, qui n'ont plus besoin de s'adresser à de nombreux interlocuteurs. Mais l'État va réussir à s'imposer finalement dans ce paysage radiophonique, devenu un peu sauvage, et surtout aux enjeux économiques importants. En 89, la CNCL devient le CSA, c'est-à-dire Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le CSA va créer des CTR, des comités techniques radiophoniques, qui vont le représenter en région pour être plus efficace. Et donc en février 94, c'est la loi Carignon qui impose aux radios privées de diffuser, à partir du 1er janvier 96, et aux heures d'écoute significatives, 40% de chansons d'expression française. Et dans ces 40%, la moitié doit provenir de nouveaux talents et de nouvelles productions. Mais cette même loi va permettre aussi au réseau de devenir encore plus grand, en autorisant un bassin de 150 millions d'auditeurs potentiels, avec l'ensemble des radios, tous les constituants. L'histoire se répète, pour résumer. Après avoir supprimé le monopole, l'État légifère pour asphyxier commercialement les radios, pour leur imposer un cahier des charges et un système d'autorisation précaire. Alors, conséquence, naissance de grands réseaux commerciaux, mieux contrôlables, et donc du coup, raréfaction des radios indépendantes. Et puis surtout, on peut constater une uniformisation de l'offre. Et puis du coup, arrive ce qu'on considère comme nous, la 4e époque, dans les années 2000. Les avancées technologiques liées à l'IP ont amené une nouvelle explosion de médias, avec d'abord une multitude de web radios, puis, d'ailleurs étrangement, plus tardivement, un certain engouement autour du podcasting. Et encore une fois, même mécanique, une nouvelle technologie qui facilite l'écoute, une nouvelle diversité de formats de contenu qui paraissent innovants. Les auditeurs en sont friands, tout simplement parce qu'ils sont lassés de la pauvreté des programmes et de leur nature un peu archaïque d'accès vis-à-vis de ce qu'ils considèrent maintenant comme des médias traditionnels. Et donc, même suite. D'abord, c'est un grand brouhaha sans régulation, et puis, petit à petit, quelques nouveaux acteurs s'imposent au milieu de nombreuses structures éphémères, et puis les historiques s'adaptent ou meurent. Eh oui. Et la réponse de l'État face à tous ces chamboulements est toujours un peu hésitante. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, en 2021, avec le DAB+, on arrive à contrôler l'accès des radios. Le souci, c'est que maintenant, la technologie de diffusion de référence, c'est inévitablement devenu Internet. C'est un canal mondial. En plus, c'est difficilement contrôlable. C'est ça le problème. Autre caractéristique aussi, c'est qu'il nécessite pratiquement aucun investissement en matériel, à part son ordinateur et un micro, pour les gens qui veulent émettre. Et côté réception, c'est pareil, aucun récepteur spécifique, à part un smartphone que tout le monde a maintenant dans sa poche. À défaut, son ordinateur ou sa tablette, quoi. La seule question qui se pose, c'est quel sera le type de censure qui sera imposé pour limiter cette prolifération. Alors, comme dans les années 20 ou comme dans les années 80, c'est probablement en rendant plus difficile la rentabilité que l'État arrivera à en limiter le nombre, avec un système de taxes, de redevances, de contributions diverses, de droits d'auteur. Ensuite, le contrôle des fake news
qu'on connaît aujourd'hui, des appels à la haine anonymes, de la propagande étrangère, tout ça ne pourra être canalisé que par une responsabilisation des fournisseurs d'accès face à l'anonymat. Voilà, et c'est le projet actuel du regroupement d'ailleurs du CSA avec la Hadopi, l'agence de lutte contre le piratage. Cette responsabilisation des fournisseurs d'accès à l'Internet ne pourra se faire que par des contraintes rigoureuses et des sanctions lourdes en cas de débordement. Mais les gros groupes privés également sont menacés par cette prolifération incontrôlable et aussi par l'hégémonie des GAFA américains et puis bientôt chinois. Alors, c'est ce à quoi on assiste actuellement avec les concentrations, comme le rachat de M6 par TF1. Pour la première fois de leur histoire, tous les réseaux privés français et les radios publiques unissent leurs forces pour créer une plateforme d'écoute commune qui est Radio Player. Voilà. Alors, le premier objectif de cette plateforme, c'est de sélectionner rigoureusement les radios qui pourront l'utiliser, avec un ticket d'entrée qui doit dissuader les projets qui manquent de maturité ou qui n'ont pas encore réussi à construire leur audience. Voilà. C'est une nouvelle répétition un peu de l'histoire. Les groupes en place n'ont pas très envie de voir arriver et émerger de nouveaux acteurs, surtout s'ils ne sont pas français. Voilà. Sachant que ces groupes ne sont plus seulement des groupes télévisuels, mais multimédia, dont la radio fait partie évidemment. Alors, dans cette recomposition, le service public garde aussi sa place et doit s'adapter. Aujourd'hui, par exemple, France Info, ce n'est pas que de la radio, c'est aussi de la télévision, c'est du podcast, c'est de l'Internet. Public ou privé, ces groupes devront se diversifier pour avoir une offre globale, qui est vraiment la seule condition pour continuer à avoir une rentabilité. Alors, aujourd'hui, vraiment, tout ce secteur est en pleine mutation, avec de nouveaux groupes, comme Altis Europe, qui a une offre à la fois d'opérateurs télécoms, mais aussi de contenu, avec des chaînes radio et télévision, comme RMC, BFM. Comme pour les époques précédentes, on assiste à des restructurations dans tous les domaines, des constitutions de gros réseaux. Et à cela s'ajoutent également des regroupements presse TV et radio. Voilà. Dans les années 30, le journal Le Petit Parisien avait créé sa radio, Le Poste Parisien. Aujourd'hui, le groupe Les Échos Le Parisien, qui est un petit peu le descendant du Petit Parisien, ce groupe détient Mezzo, radio classique, investi dans des studios de podcast comme Binge Audio, vous connaissez bien, produit des podcasts pour les titres de presse. Voilà. Altis contrôle la presse comme 01net, comme BFM, RMC Story, RMC Découverte à la télévision, ainsi que les radios RMC, BFM Business, sans oublier le développement sur le plan local de BFM Grand Lille, BFM Lyon, etc. Eh bien justement, en parlant d'Altis, pour moi, l'émission De quoi je me mail décrit parfaitement la tournure, la transformation du média radio. Alors De quoi je me mail, c'est une émission hebdomadaire présente à la radio sur RMC depuis le 1er septembre 2000, qui est passée exclusivement en podcast entre 2009 et 2019. L'émission est devenue filmée pour être diffusée sur la chaîne YouTube et la chaîne télé de 01net, donc 01net qui est un site en ligne spécialisé sur les sujets liés aux nouvelles technologies. Ils ont aussi une version magazine. Et puis depuis janvier 2021, De quoi je me mail est diffusé sur BFM Business. BFM Business qui est quand même le premier média français intégralement diffusé en radio et en télévision. Donc ce show De quoi je me mail reste une référence avec une audience non négligeable. Et puis d'ailleurs pour le numéro du 30 avril, l'animateur journaliste François Sorel recevait son patron tout simplement, Alain Veil, qui est venu pour parler radio et puis notamment de Radio Player, la nouvelle interface d'écoute réunissant la quasi-totalité des radios françaises. Écoutez. BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel. Le retour de quoi je me mail, vous le savez, sur l'appli RMC, mais aussi sur BFM Business le dimanche matin, à la radio, à la télé et sur la chaîne 01 TV. La chaîne 01 TV que vous retrouvez aussi, bien sûr, vous le savez, et bien sûr les box SFR, Orange, Free et sur France Sat aussi. Et si 01 TV est une chaîne qui émet 24 heures sur 24, c'est un peu, voire beaucoup, grâce à l'invité que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, c'est Alain Veil. Bonjour Alain. Bonjour François Sorel. Alors vous êtes le fondateur de Next Radio TV, qui regroupe les médias de la marque RMC, BFM, alors en radio et en télé bien sûr. Vous êtes aussi le PDG d'Altis qui regroupe aujourd'hui donc Next Radio TV et l'opérateur télécom SFR, dont vous êtes aussi le PDG. Et on va parler de tout ce beau monde parce qu'on voit qu'il y a des ADN en commun entre la radio, entre le très haut débit, entre la télé aussi. On va donc parler de radio aussi puisque depuis quelques jours un nouveau service est disponible qui s'appelle Radio Player. C'est une plateforme sur laquelle on retrouve plus de 200 radios, 600 web radios et plus de 100 000 podcasts.
podcast. Alors, on retrouve les radios du groupe Radio France, de RTL, de Lagardère, des Indés, du groupe Next Radio, bien sûr. C'est une initiative commune à tous les acteurs de la radio parce que le temps presse, Alain Veil. L'audience de la radio est en baisse depuis quelques années. Cette baisse a été d'ailleurs accélérée avec cette période de pandémie. On va rentrer dans les médias. Est-ce que c'est un vieux média qui devient un peu has-been, la radio ? Non, pas du tout, mais comme n'importe quel secteur de l'économie, comme n'importe quelle activité quotidienne, n'importe quelle entreprise, la radio est confrontée aussi au challenge de la transformation numérique. Donc il faut s'adapter, tous les métiers doivent s'adapter, nos vies changent. Et on le voit bien dans cette période de pandémie, combien l'accélération du changement a été forte avec le télétravail, la télémédecine, l'école connectée, tout ça s'est mis en place. Donc la radio avant, elle était diffusée en grandes ondes, puis après en FM. Moi, j'ai démarré dans la radio avec la FM. C'était il y a 40 ans, donc il y a longtemps, près de 40 ans. Ça ne nous rajeunit pas, en effet. Ça ne nous rajeunit pas. Cela dit, la FM existe toujours, donc on n'est pas des vieux croutons. Encore. La FM, c'est une technologie extrêmement robuste, extrêmement qualitative, donc qui a bien fonctionné. Mais aujourd'hui, la radio doit s'adapter à son époque, avec toutes les possibilités offertes par le numérique. Il y a des risques, il y a des opportunités. Il faut bouger, et l'initiative de Radio Player, c'est une initiative pour faciliter l'accès à la radio numérique via son smartphone, par exemple, ou via son ordinateur. Aujourd'hui, le smartphone est devenu le transistor du 21e siècle, donc il fallait avoir une plateforme qui s'adapte, mais ce n'est qu'une toute petite partie de la transformation des radios qui doivent s'adapter à l'époque. Et justement, dans cette série spéciale à l'occasion de la fête de la radio, il sera question dans le 4e épisode de Radio Player. Je recevrai son DG, Yann Le Garçon. Merci Jean-Marc d'être intervenu pour des ondes Vocast. Alors vous qui nous écoutez, je vous invite à consulter les 3 sites que Jean-Marc édite. Alors il y a Aki Radio Andorra qui est vraiment un site génial dédié à Radio Andorre. Il y a aussi annuairedelaradio.fr qui est un site référençant tous les acteurs de l'écosystème radio. Et puis finalement 100ansradio.com qui présente en détail l'histoire de la radio. Un formidable travail. Je tiens à vous le dire d'ailleurs, merci beaucoup. Anthony, c'est moi qui vous remercie pour votre accueil et puis aussi votre contribution finalement à l'histoire de la radio, qui reste avec des initiatives comme la vôtre un média bien vivant, qui s'adapte toujours aux nouvelles technologies et puis qui perpétue néanmoins son ADN depuis 100 ans, c'est-à-dire distraire, informer et cultiver. C'est la fin de cette édition des Ondes Vocast, premier numéro de la série spéciale pour la fête de la radio 2021. Tous les jours, tout au long de la semaine du 31 mai, un nouvel épisode. Et pour le prochain, le thème de la fête de la radio est « Ouvrez les ondes ». Et justement, la radio normande Espace m'accueille dans ses studios. L'occasion de découvrir, si vous ne la connaissez pas, cette chouette radio associative du nord de la France. Vos avis, vos réactions par mail, contact@vocast.fr ou sur mon Twitter, @Anthony Gouraud, ANTHONYGOU2RAUD. Merci d'être fidèle à Des Ondes Vocast, parlez de l'émission autour de vous et n'hésitez pas à la noter, à commenter sur les applications de podcast et partager autour de ce podcast sur les réseaux sociaux. Des Ondes Vocast.